Ça, ce sont les ressources que j'utilise pour créer un SaaS, avant même d'écrire la première ligne de code. Car j'en avais marre que mes projets restent au placard à cause de lacunes marketing. Si comme moi, tu as l'impression de résoudre des problèmes clients superficiels, de ne pas savoir faire face aux objections et ne pas être à l'aise quand il faut communiquer un prix élevé, j'ai rassemblé tout ce qui m'aide à préparer le développement d'un SaaS. Mon système pour trouver des idées à fort potentiel grâce à YouTube, un cours très complet sur le copywriting pour vendre comme un pro, et les règles de base pour structurer une offre commerciale lucrative. Malheureusement, ce n'est pas la seule raison qui a motivé cette vidéo. J'aimerais ouvrir une parenthèse sur la crise actuelle du marché tech et les licenciements que l'on peut voir dans les grandes startups. On est nombreux à penser que c'est l'arrivée de l'IA ou une possible récession économique qui sont responsables de la crise. C'est vrai en partie, mais il y a un autre aspect dont peu de personnes parlent, l'employee farming. Pendant 20 ans, recruter une tonne de devs dans une boîte faisait envoler les valorisations. Mais avec plusieurs centaines de devs par produit, il a fallu trouver un moyen d'occuper tout ce monde, l'hyper-spécialisation. Des développeurs spécialisés dans un framework et qui ne s'occupent que d'une seule chose dans un produit. Dans le contexte actuel, les mentalités tendent à s'inverser et on préfère garder quelques experts pointus et avoir en majorité des généralistes. D'où ma démarche depuis 1 an avec cette chaîne d'aller au-delà du code et de m'ouvrir à d'autres domaines. Et cette vidéo s'inscrit dans cette logique. La pire chose que tu puisses faire, c'est développer des solutions pour des problèmes et audiences imaginaires. Alors qu'en réalité, on est constamment exposé à des problèmes et opportunités autour de nous, mais on n'y fait pas attention. Comme je suis développeur et youtubeur, j'ai eu une idée assez originale qui se base sur 3 outils. YouTube, One of Ten et Notion. Avec 720 000 heures de vidéos publiées chaque jour sur YouTube, c'est pour moi une des méthodes les plus efficaces pour repérer les problématiques du moment, ce que les créateurs en disent et ce que les gens en pensent dans les commentaires. Mais il y a peu de chances que tu puisses les découvrir sur ta page d'accueil, c'est là où l'outil One of Ten rentre en scène. À la base, c'est un outil pour youtubeurs pour trouver des vidéos qu'on appelle outliers, c'est-à-dire les vidéos qui ont un nombre de vues anormalement élevé par rapport à leur nombre d'abonnés. C'est ce coefficient multiplicateur que tu vois à l'écran. Une vidéo avec un fort coefficient indique que quelque chose d'unique a intéressé l'audience. Et ce sont ces vidéos que je sauvegarde dans mon backlog pour la suite du process. L'outil est payant, mais il y a une extension Chrome gratuite qui fournit les mêmes informations en te baladant toi-même sur YouTube. Qu'est-ce que l'on fait de ces outliers ? Sur Notion, je me suis construit ce que j'ai appelé VidéoDB. C'est une base de données dans laquelle je résume toutes les vidéos que j'ai mis dans mon backlog. Pour chaque vidéo, je synthétise aussi bien la problématique que les réponses données, et je note toutes les questions et remarques pertinentes posées dans les commentaires. Car c'est dans les commentaires justement que tu as les infos les plus intéressantes, notamment pour te rendre compte de ce qui pose réellement problème aux gens. Là tu vas me dire, mais Karim, il y a des IA maintenant pour faire ça. Justement, je cherche l'effet inverse de l'IA. Je veux développer des réflexes de pensée. Le fait d'alimenter cette base de données, ça me permet de rester à l'affût et de garder un esprit critique. Je suis plus attentif au contenu que je vois et ça me permet d'intégrer inconsciemment les raisons qui font qu'un contenu est efficace. J'apprends des notions de recherche produit en plus de mes compétences de dev. Avec le temps, des idées de produits me viennent à l'esprit et c'est comme ça d'ailleurs que m'est venue l'idée de mon prochain micro-SaaS. Mais ça, j'en parlerai un autre jour sur la chaîne car j'en suis pour l'instant à l'étape 2 qu'on va voir tout de suite. Je dois te parler du sujet tabou chez les développeurs, le copywriting. Chez la plupart des développeurs, copywriting rime avec marketing malhonnête, infoproduits bidons, séquences de mails agressives et autres scams du genre. Alors qu'en fait, le copywriting, c'est faire des recherches sur un groupe de personnes et écrire quelque chose qui va provoquer une réponse de leur part. Ça veut aussi dire savoir faire face à des objections parfois irrationnelles. C'est pour ça que pour nous, développeurs qui avons l'habitude de construire des systèmes logiques, il est difficile de rédiger des landing pages, des emails, des lettres de vente et parfois même des textes dans des applications. Il y a des tonnes de contenu sur le copywriting. Mais un très cher ami m'a partagé une très longue vidéo qui dure 5 heures, mais qui contient l'essentiel du copywriting. Dans cette vidéo, tu auras tous les templates pour faire des recherches produits, recherches de concurrents, recherches de marché, recherche d'utilisateurs, les questions auxquelles répondre, la structure d'une offre et plein d'autres choses encore. S'il y a un concept qui m'est resté gravé dans le crâne, c'est The Rule of One, ou RIOA. RIOA, ça veut dire One Reader, One Idea, One Offer, One Action. Quand on est développeur, on a tendance à tout abstraire, on aime généraliser les concepts. Sauf qu'en pratique, en copywriting, plus un message est générique, moins il sera considéré comme important. On dit qu'un esprit confus est un esprit qui n'agit pas. RIOA, ça te force à n'écrire que pour un seul objectif à la fois. La vidéo de 5 heures va plus loin et te donne aussi des techniques de formulation. Je te laisse aussi le lien du guide complet sur leur site web pour aller plus loin sur les tunnels de vente. On ajoute des notions de psychologie humaine en plus des compétences produits, et ça va nous permettre de construire des offres remarquables.
L'offre, c'est le point de départ de toute transaction commerciale avec un client. Ça contient tous les éléments auxquels un client s'identifie, en termes de problèmes, solutions et prix, et tout ce que tu apportes en termes de produits et garanties. Alex Hormozy a écrit un livre vachement bien fichu pour débuter dans le domaine, et j'ai pris note des 4 concepts les plus pertinents selon moi pour un SaaS. Tout d'abord, le marché visé doit disposer des caractéristiques suivantes. Une population avec un problème douloureux, un pouvoir d'achat, facile à localiser et une demande en croissance. Sans ça, c'est prendre le risque de faire la course au prix bas, stagner à court ou moyen terme, puis lentement échouer. Pour comprendre la valeur d'une offre, il faut poser l'équation suivante. Le gain potentiel divisé par l'effort à fournir. Un grand gain divisé par un effort presque nul résulte en une valeur immense pour le client. Mais comment peut-on augmenter le gain et réduire l'effort? Partons du principe que chaque problème a une solution et que chaque solution révèle de nouveaux problèmes. L'idée, c'est de structurer l'offre pour mettre en évidence les problèmes avant le problème principal et ceux qui surviennent après. En s'occupant de ces autres problèmes, on va réduire l'effort, augmenter la confiance et décupler la valeur perçue par le client. Là, tu dois te demander, mais si mon produit fait plusieurs choses à la fois, est-ce que les gens ne vont pas s'y perdre? C'est là où il est intéressant de décomposer son offre avec une offre principale et des éléments bonus. L'offre principale, c'est ce qui attire les clients. Les bonus vont soit créer un wow effect, soit diminuer le taux de rejet chez les clients qui ont des objections. Sur ces bonus, tu peux jouer sur une dimension de rareté, en disant par exemple qu'ils ne sont disponibles exclusivement qu'en accompagnement de l'offre principale. Et je deviens un business-minded développeur en ajoutant des notions de vente à mes compétences. Mais ça n'est peut-être pas suffisant pour pouvoir faire face à la concurrence. Dans cette vidéo, je te partage les 7 leçons que j'ai apprises en devenant cofondateur de startup.